Jean-Philippe Corveau, ou l'histoire inédite d'un enfant de la Guadeloupe né un certain 19 juillet 1967 et arraché à l'humanité le 14 novembre 2022. Sa vie, sa vie, je disais, est une école, son combat est un symbole et son leadership impactant. Jean-Philippe Corveau, à l'issue d'un test ADN, avait découvert ses origines camerounaises et finalement, décidant d'une véritable renaissance, il se fera officiellement appeler Kalala Omotunde Nyosere. L'orientation cosmique du nom est égyptienne, nigériane et congolaise. Teresa Boams le rencontrait en décembre 2021 au Cameroun. Bonjour Teresa. Bonjour. Vous êtes artiste pluridisciplinaire, entrepreneur, passionné de culture africaine et des traditions ancestrales, mais surtout, je vous considère comme une véritable activiste panafricaniste ou panafricaine. Obamenga Kosso, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, panafricaniste, un panafricaniste qui n'est plus à présenter et beaucoup sur le continent vous regardent, vous voient, vous considèrent comme un véritable historien. Je les embrasse tous. Ils sont très gentils, mais bon, historiens, on verra. De Jean-Philippe Corveau à Nyosere Kalala Omotunde, quel héritage? C'est le thème justement de ce plateau. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc appeler au 706 32 32 ou au 06 678 25 47, que vous pouvez faire précéder du 242. Les premiers mots, je les donne à Teresa Boams. Je disais dans l'entame de mon propos que vous rencontriez Kalala Omotunde il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est l'année dernière, en décembre. On peut revenir sur ces moments-là. Matondo, c'était au Cameroun pendant l'événement des Pan Africans Awards. C'est un événement qui met en valeur les panafricains du continent et de l'extérieur également. Et j'ai eu ce privilège d'être parmi les nominés. J'étais nominée dans le cadre des meilleurs influenceurs et j'avais gagné un trophée. Et pendant cette soirée, à notre grande surprise, le professeur était arrivé. On ne s'attendait même pas. À savoir que je le voyais que pendant les conférences sur YouTube et tout. Et le voir en face de moi, c'était quelque chose de magnifique parce que j'ai appris beaucoup de choses au travers de ce qu'il enseignait pendant ses conférences et pendant ses différents déplacements au niveau de l'Europe. Et donc, il y avait d'abord le choc de le voir en face et c'était vraiment un moment de gloire au fait de pouvoir passer ces moments avec lui. Parce qu'on ne l'a pas seulement vu dans une soirée, mais on est resté avec lui et on a comment dirais-je, on a profité de ses enseignements durant ces jours et c'était quelque chose de très merveilleux pour moi. C'était vraiment sur votre compte officiel, votre page officielle, j'ai vu que vous avez eu des moments de balade, etc. Ça me permet de vous poser la question. Il était quel genre d'homme, vous qui l'avez vécu, il était quel genre d'homme, ce professeur-là? Le professeur, c'est vraiment quelqu'un de... Il était quelqu'un de très simple. Il enseignait partout. Pour le moment idéal pour lui de pouvoir enseigner, c'est quand la personne est devant elle. Déjà, quand on s'était vu dans la salle de cérémonie, on ne s'était pas présenté. Et quand on partait là où on était logé, le professeur il était dehors en train d'enseigner aux gens qui étaient avec lui. Et moi, je venais avec mon téléphone pour faire une photo avec lui. Et directement, quand il s'est retourné vers moi, après qu'on ait fait la photo, il a commencé à m'enseigner, sans même demander mon nom, sans même savoir qui j'étais. Moi, je ne l'écoutais même pas. J'étais choquée de voir la simplicité qu'il avait. Je le regardais seulement en train de parler. Et lui, il était en train de m'enseigner. Et après, un moment donné, je suis devant le professeur, il m'enseigne. Donc, il y avait la simplicité. Il préférait passer du temps avec des gens qui préfèrent l'écouter pendant ses enseignements que d'être là à ne rien faire. Ce n'était pas vraiment ça
comment dirais-je, son problème. Il était vraiment là que pour enseigner. Il a fait de ça une partie de sa vie. C'était plus qu'une passion pour lui. Et en tout cas, Un véritable engagement. oui, en le voyant, je me suis dit, comment une personne peut aimer l'Afrique à ce point? Genre, en fait, il m'a aidé à pouvoir être comme lui, au fait, parce que pour moi, actuellement, c'est que l'Afrique dans ma tête. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Obabeng Akoso, ça vous inspire quelque chose? Ça vous fait réagir, ce témoignage de notre compatriote, Teresa Brahms? C'est toujours émouvant. C'est toujours émouvant de parler de quelqu'un qu'on a connu physiquement, Ouais. qu'on a rencontré, avec qui on a échangé. Et de tout ce que Teresa Brahms vient de dire, je me retrouve là-dedans. Je le retrouve là-dedans. Petit flashback, on est à Bordeaux. Il y a un jeune Congolais, prénommé Théophile, qui passe son temps à lire. Il est étudiant, mais il lit. Il lit tous les jours. Et il a toujours faim. Il ne trouve pas satisfaction dans ses lectures. Et il a un ami camerounais, Joseph Mboui, qui est étudiant en sociologie, plus jeune que lui d'une année, qui lui pose une question. Est-ce que tu as déjà lu Cheikh Anta Diop? Le jeune Congolais qui s'appelle Théophile dit, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais lu. Il sort un livre, Nation, Nègre et Culture. Tous ceux qui nous suivent doivent lire ce livre. Livre de Cheikh l'a Anta lu. Diop. Nation, Nègre et Culture. Le jeune Congolais appelé Théophile prend ce livre, il le lit en une nuit. Et le matin, il prend la décision d'aller à Paris, parce qu'il avait eu l'information selon laquelle Cheikh Anta Diop devait se trouver à Paris pour un ou des événements organisés par l'UNESCO. Il arrive à Paris, d'après ses propres mots, il dit dans les couloirs, je vois un homme très grand, très beau, je le suis, je le salue, je me présente à lui, je lui dis pourquoi je suis là, j'ai lu Nation d'agriculture, et voici ce qu'il lui répond. Ouais, c'est quasiment les mêmes choses. Tu n'auras rien de mieux à faire que d'étudier l'égyptologie. Il dit, tu peux étudier tout ce que tu veux, mais tu dois étudier l'égyptologie au-dessus de tout. Et c'est là qu'une belle histoire a commencé. Il est devenu son disciple. De tous les disciples de Cheikh Anta Diop, le plus célèbre, c'est Obenga. Cheikh Anta Diop meurt le 7 février 63. Les mois de l'époque, c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui avec le départ brutal de Motunde. Motunde, de son côté, même chose. Là, dans les coulisses, je viens d'apprendre que c'est vers 14 ans que le tournant s'est fait. Ça, je ne savais pas. J'ai échangé avec lui, mais je ne savais pas que c'est vers 14 ans qu'il avait remis en cause le christianisme, etc. etc. Lui aussi, lorsqu'il prend ses décisions, il va prendre tout Cheikh Anta Diop, il lit tout. Il va prendre tout Obenga, il lit tout. Je me souviens, en 2006, il y avait un événement où Obenga, ici, les gens, ça ne les intéresse pas. Mais sous d'autres cieux, je vous promets qu'Obenga, c'est un pharaon. Donc, cet événement devait consacrer, entre autres, Obenga. Et il y a un livre que j'ai sur mon téléphone, en format PDF, c'est la philosophie pharaonique. Omotunde prend ce livre, il circule dans la salle, il semble sur le RERB, c'est vers la cité universitaire à Paris. Il circule, il dit, c'est l'œuvre de toute une vie. Il a répété ça au moins 3 fois. Et vous savez, quand il le dit, quand vous êtes plus ou moins imprégné de ces choses comme nous, vous avez forcément des frissons qui vous parcourent. L'œuvre de toute une vie. Obenga est dans la salle, il est heureux de voir que, 2006, il a quel âge? Il a 70 ans. Il a 70 ans. Et il est heureux, il voit que le travail est fait, qu'il peut aller se reposer. La relève est là. Motunde n'était pas seul, mais nous parlons de lui aujourd'hui. Il insiste. Et après, Obenga a eu son trophée. Et ce qu'elle vient de vous dire, après, on se retrouve avec Omotunde. Il se met à expliquer. Je le croise au salon du livre de Paris. J'avais l'habitude d'aller à ce salon. Je prenais toute une journée. Et le soir, je rentrais chez moi. Et quand je rentrais, c'était vraiment pour lire dans le métro, etc. et me reposer. Là, je le croise, je vous promets, la fatigue, c'était terminé. Parce que j'avais lu ces livres où il parlait des origines négro-africaines des religions dites révélées. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il n'invente rien. Il n'a fait que reprendre ce que les dévots, mais avec ces mots plus simples, des petits livres aux éditions Ménébouk. Et je l'ai bombardé de questions à ce sujet. On a discuté comme si on se connaissait depuis très longtemps. On a beaucoup échangé, mais sachant qu'il était très sollicité par autrui, je l'ai laissé et je suis parti. C'était la simplicité. Mais la simplicité, c'est la marque des grands. Quelqu'un qui est hautain ne peut pas être grand. Celui qui sait est humble. Celui qui connaît, il est humble.
et il met le savoir à la disposition. Il met la connaissance à la disposition. Parce que lui-même, on a mis à sa disposition. Et Omotunde, c'était tout le temps la remise en cause. Ce que Obenga nous a toujours dit, remettez en cause tout ce qu'on vous apprend. Tout ce qu'on vous apprend. Omotunde, c'est quelqu'un qui est élève dans un lycée technique en Guadeloupe. La prof, qui est le coderme, dit cas pratique des Galeries Lafayette à Paris. Il lève le doigt et dit, madame, nous sommes en Guadeloupe. Il n'y a pas de commerçants en Guadeloupe. Pourquoi vous nous parlez des Galeries Lafayette à Paris? Mais venez dans beaucoup d'universités africaines, qu'est-ce qu'on voit? On va vous parler de Paris, on va vous parler de Londres, on va vous parler de Genève. On ne vous parle pas de l'Afrique. Comme s'il n'y avait pas d'hommes d'affaires en Afrique. Comme s'il n'y avait pas de producteurs de pétrole en Afrique. Et l'école de Diop, jusqu'à Omotunde, en passant par tant d'autres, Obenga et compagnie, c'est ça. La remise en cause en permanence. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Le professeur Kalala Omotunde nous quitte alors qu'il est âgé de 55 ans. Sa disparition, quel genre de coup il porte à ce mouvement de renaissance africaine ou d'appropriation ou réappropriation des valeurs africaines? Question libre. Il y a deux volets pour répondre à cette question. Pour la majorité des gens, pour tout le monde, c'est un coup dur. Et je pense surtout aux jeunes, les plus jeunes d'entre nous. Allez, je vais dire les gens qui ont entre 18 et peut-être 30, voire 35 ans. Beaucoup qui ont appris le panafricanisme par lui, par Obenga et compagnie. C'est un coup très dur parce que on a tendance à oublier que la mort, c'est comme la ceinture de notre pantalon. Partout où nous allons, la mort est avec nous. Vous mettez votre ceinture, considérez que c'est la mort. Vous sortez de chez vous, vous embrassez votre femme et vos enfants, vous ne savez pas si vous allez rentrer à la maison. Ces jeunes donc sont très endeuillés, ils sont souffrants, ils sont malheureux. Il suffit de voir ce qui se dit, ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Ils sont comme désemparés. Donc le coup est rude. Parce que cette école de pensée, les Joseph Kizerbo, les Anténor Firmin et autres, c'est l'école de la liberté. Cheikh Anta Diop, nous l'appelons le père de la restauration de la conscience historique noire. C'est lui qui est le père de cette restauration. Et Omotunde, en bon disciple, a aidé des jeunes à sortir de cet obscurantisme dans lequel on nous a plongé les nègres depuis des siècles. Bon, ça, c'est ce volet. Mais il y a un autre volet sur lequel j'insiste, c'est que chacun doit faire sa part de travail. Lorsque vous regardez une équipe de football, on ne demande pas au gardien de but de marquer les buts. On lui demande d'arrêter les buts. La mission première du libéro ou du stopper, ce n'est pas de marquer des buts. C'est d'empêcher que les buts soient marqués. Mais s'il peut marquer, tant mieux. La mission première de Pelé, ce n'était pas de défendre. C'était de dribbler et de marquer, et de faire le spectacle. Chacun de nous doit jouer son rôle. On ne peut pas tout attendre d'un individu ou d'un groupe d'individus. Diop part, il n'a même pas 63 ans. Il fête ses 62 ans le 31 décembre et le 7 février qui suit, il meurt. Mais l'héritage est là, le legs est là. Allez aux éditions Présence africaine à Paris, vous allez voir comment les gens achètent ces livres. Diop et Obenga n'ont jamais touché un seul sou de droits d'auteur sur les livres qu'ils ont écrits. Ah bon? Non, rien. Obenga chez l'Harmattan et Présence africaine, entre autres. Lui, il a vécu plus longtemps, il a écrit beaucoup plus. Ils n'ont jamais rien touché. Et c'est le plus bel héritage qu'il nous lègue. Parmi nous, celui qui se sent en capacité, qu'il écrive à son tour. Celui qui se sent en capacité, qu'il organise des conférences. Celui qui est bon en agronomie, qu'il applique les préceptes. Vous savez, quand on a une veillée, on ne pleure pas tous les jours. On peut pleurer le premier jour, après on se calme, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Qu'est-ce qu'on va faire de la veuve ou du veuf? Qu'est-ce qu'on va faire de la maison? Moi, je pense que ce genre de situation, lorsque ça arrive, et ce n'est pas la première fois, c'est l'occasion de réfléchir encore plus pour surtout les jeunes. Je ne parle pas des vieux. Bon, les vieux, le problème, c'est que nous avons trop de problèmes entre nous. Il y a des querelles d'ego, on se déchire, on se fait la guerre. Il y a plein d'histoires dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Mais les jeunes, je les invite à prendre chacun sa part du combat. Alors, des jeunes, justement, on en parle. Teresa Boams est bien là. C'est la même question que je posais à Obamena Kosso, en tant que c'est cette jeunesse dont il est question ici. Comment vous vivez la disparition de Kalala Omotunde? C'est vrai, nous avons des Théophile Obenga qui aujourd'hui 86 ans. Voilà, Ouais, qui sont à l'aube de leur vie sur cette terre.
au seuil de la vie sociétaire, Kalala Omotunde, c'était le panafricaniste le plus visible, le plus en action, avec le sang, on va dire, un peu plus fort et jeune. Comment vous vivez sa disparition? J'avoue que quand j'ai appris la nouvelle, parce que moi je dormais d'abord, je me suis réveillée, j'ai dormi à 6 heures, je me suis réveillée vers 11h, 12h. Quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu l'information de la mort du professeur et tout. J'ai éteint mon téléphone et puis après j'ai dit non, c'est le professeur. Je suis revenue, j'ai relu l'information. Dire que j'ai été choquée à la minute, ce serait me mentir à moi-même. Parce que l'information à la minute ne m'avait pas d'abord affectée. J'ai dit, professeur, il est mort. D'accord. Et quand je suis restée encore pendant plusieurs heures, je me suis rendu compte que c'est vraiment lui qui est parti. Connaissant l'importance de la mort, parce qu'on ne nous enseigne pas trop qu'est-ce que la mort. Connaissant l'essence de la mort, l'importance de la mort, je me suis dit que c'était son heure. Qu'on le veuille ou pas, quand l'heure arrive, l'âme part. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, que ça puisse être brutal ou pas, mais quand c'est l'heure, l'âme part. Et ayant ces connaissances-là en tête, j'ai pu surmonter ces moments. C'est-à-dire que c'est très dur. C'est même arrivé j'ai pleuré à un moment donné. Après, je me suis dit, si je pleure, si je m'effondre et si je me laisse à terre, cela veut dire que sa mort n'a servi à rien. À savoir qu'il s'est battu pour nous et de tout son vivant, il s'est donné pour nous. Il a fait des conférences, c'est pour la jeunesse. Parce que j'ai lu Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop, mais je vous jure que si vous n'avez pas, vous n'avez pas des bases et un niveau intellectuel très élevé, vous n'allez pas comprendre ce qui se trouve dans le livre. Je l'ai lu à plusieurs reprises et j'ai toujours du mal jusqu'à présent à comprendre certains termes qui se trouvent dans le livre. Mais quand je lis le professeur Omotunde Kalala, j'ai l'impression qu'il a simplifié les choses, tout comme l'a dit le monsieur. C'est-à-dire qu'il a pris ce qui était très dur, il l'a adouci pour faciliter la compréhension à tout le monde. Et connaissant son travail, je me suis dit, c'est vraiment un choc parce qu'on l'a perdu physiquement, parce que c'était même prévu que là, en décembre, que je puisse aller au Cameroun, tout comme les autres, pour les Pan Africans Awards de l'année 2022, pour le rencontrer encore, pour parler, parce que la fois dernière, on n'avait pas eu assez de temps pour pouvoir discuter avec les jeunes et tout. Cette fois-ci, on s'était dit qu'on va vraiment parler, il y aura une conférence qui va tenir durant un bout de temps. Mais là, on apprend qu'il est parti. C'est un choc, mais qu'il faut surmonter. Parce qu'après tout, c'est à nous de pouvoir prendre le relais et continuer son travail, chacun dans son secteur d'activité. À savoir que le professeur nous a tout légué. Et je pense que beaucoup de jeunes sont très choqués, même ceux qui le découvrent sont également plus choqués en disant « Mais pourquoi il n'est pas resté longtemps? On aurait pu échanger, le connaître encore plus. » C'est une espèce de messie, ce professeur Kalala Omotunde. On peut le considérer comme ça? Pour son temps, moi je dirais que pour son temps, il est le messie de son temps. Parce que se donner pour un peuple, à savoir que beaucoup de gens ne feront pas ça. Ils sont là, ils parlent, mais beaucoup ne feront pas ça. C'est même pourquoi que la plupart des gens tiennent le langage de dire qu'on est très choqué, c'est une perte. Mais à savoir que, bon, moi qui suis chrétienne, je sais que la mort d'une personne, ce n'est pas vraiment une perte. En fait, c'est un gain pour nous. On parlera du christianisme tout à l'heure. On va en parler. Justement, le temps de regarder ces jeunes qui réagissent. Ces gens qui réagissent sont des Congolais. On a pris quelques témoignages sur notre compte WhatsApp. Et donc, vous pouvez appeler plus 242 06 607 non 06 706 32 32 06 706 32 32. Voilà. Donc les vidéos ne sont pas encore prêtes. Les témoignages ne sont pas encore prêts. Donc on va rester là puisque j'allais aborder la question christianisme après ces vidéos, après ces témoignages. Je vais quand même poser la question puisqu'on a le temps en ce moment. Omotunde Kalala Nyosere. Après son nom, c'est 3 pays. Nyosere, je pense que c'est l'Égypte. Oui, l'Égypte antique. Kalala, c'est le Congo. Congo. Et puis Omotunde, le Nigeria. Alors, lui, il fait partie de ces personnes-là. Cheikh Anta Diop l'a dit, il insiste là-dessus, dans la théorie du blanchiment. C'est-à-dire que il dit que la Bible, sinon les personnages de la Bible, les écrits de la Bible, ou peut-être même le christianisme en général, a été blanchi. Je pense que dans Nation d'agriculture,
Cheikh Anta Diop aussi revient avec des témoignages montrant Pardon. des écrivains ou des auteurs, des historiens occidentaux qui expliquent que les choses ont été blanchies, transformées. donc voilà, transformées. On peut dire que les choses, peut-être à l'origine, étaient kémites, africaines, mais on s'est arrangé à les blanchir. Alors en qu'on termes nous de dit que couleur. la Bible n'a jamais été changée. Voilà. Comment vous réagissez par rapport à cette approche du professeur? Bon. Vous savez, l'histoire de l'humanité est faite de beaucoup de violence. La plus grande tragédie que le monde entier ait connue, c'est le trafic négrier, l'esclavage. Aussi bien dans le sens continent africain vers les Amériques que dans le sens continent africain vers l'Orient. Il faut comprendre que lorsqu'on fait de vous un esclave, c'est que celui qui vous esclavagise considère que vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes une chose. Et effectivement, le droit des Occidentaux à l'époque était clair. Le nègre était un objet, c'était un bien meuble. Il suffit de lire le Code noir de Colbert. À leurs yeux, nous étions, et nous sommes encore un peu, sinon beaucoup, des choses, des objets. Et Omotunde et nous, même s'il est toujours difficile d'établir notre filiation sur 5 siècles, beaucoup de choses ayant disparu, surtout qu'il y a eu des morts dans l'océan Pacifique ou dans l'océan Atlantique, nous sommes les héritiers, les descendants de cette histoire tragique, histoire violente. Voilà un monsieur qui vient au monde un jour en Guadeloupe, donc très loin de l'Afrique, et qu'on l'appelle Corveau, Jean-Philippe Corveau. Bon. Il réfléchit, il remet tout cela en cause. En Afrique, les gens ne le savent pas, mais lorsque vous êtes dans un pays comme la France et que vous demandez la nationalité française, dans votre parcours de naturalisation, vous tombez sur un fonctionnaire qui vous pose une question simple. Monsieur Malunga, souhaitez-vous franciser votre nom? Vous avez le droit, en devenant français, de dire « Je ne veux plus m'appeler Malunga, je veux m'appeler le mur ». C'est votre droit. On a aussi le droit de vous dire ben, « Monsieur Elenga, je ne sais pas moi, Elenga Onzambe, bon, puisque vous cherchez, vous tenez à conserver votre nom d'Onzambe, est-ce que vous souhaitez franciser votre prénom ?» Et oui, vous pouvez enlever Elenga pour prendre. C'est un processus que les autres ont créé. Changer le nom d'un individu, c'est quelque chose de fondamental, de profond. Ce n'est pas comme j'arrive dans un bar et je veux choisir entre une bière brune et une bière blonde. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. On efface une partie de votre mémoire. On vous dit que vous étiez des esclaves. L'humanité n'a pas commencé avec l'esclavage. Lilian Thuram, qui est un peu plus jeune que Omotunde, avait posé la question à sa mère. Avant d'être esclave, qu'est-ce que nous étions? Et la maman était dans l'incapacité de répondre. Et Thuram, dans sa démarche, il s'est mis à acheter des livres et à les distribuer en Guadeloupe. Omotunde, c'est la même chose. Quand il a compris, il a rejeté en bloc cette identité qui lui a été imposée et pour prendre ses différents noms. Malcolm X l'a fait avant lui. Malcolm X, qui est né Malcolm Little, Little ça veut dire petit, mais petit parce que ses ancêtres esclaves appartenaient à un monsieur qui s'appelait Petit, Little. Il dit, comme je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas exactement d'où je viens, je vais enlever Little pour mettre X, l'inconnu en mathématiques. Il devient musulman, c'est son parcours, il va prendre un nouveau nom. Mais lorsqu'il arrive au Nigeria, il est reçu, on lui donne un nouveau nom. Omowale, l'enfant qui est revenu. La connexion était tellement forte que pour certains chercheurs, la mort en réalité de Malcolm X, c'était ce pont qui cherchait à établir entre l'Amérique et l'Afrique, qu'il fallait absolument détruire. Malgré tout ce qu'il faisait aux États-Unis, personne n'avait pensé à le tuer. Mais quand il a remis pied en Afrique, il a commencé à faire tout ce travail, il est abattu. Omotunde avait compris, et voilà pourquoi il a rejeté tous ces différents noms. Mais je vous promets, c'est parce que ici c'est la télévision, allez dans la rue, il y a des Africains qui le font, qui changent à l'état civil, qui disent j'ai ouvert les yeux, il n'y a pas de raison qu'un prêtre que je ne connais pas, parce que je suis né dans un village où mon père et ma mère ne savaient ni lire ni écrire, ce prêtre décide de m'appeler Martin et j'accepte le mot Martin, le nom Martin. Ils sont nombreux ces Africains, sans avoir lu un seul livre, mais qui ont remis cela en cause. Et c'est le mérite des gens comme Omotunde. Votre prénom c'est quoi? Obambe. Mon prénom c'est Obambe. D'accord. Finalement, lorsqu'on écoute Oui, le professeur... Quand j'étais avec Omotunde, j'étais à l'aise parce que je me retrouvais en lui. Mais oui. Lorsqu'on a ces propos-là, cette façon de voir les choses du
du professeur Omotunde, mais qui n'est autre que la pensée de Cheikh Anta Diop. Et d'Obenga, et de tout ce monde, de tout ce Kizerbo monde-là. et compagnie. Est-ce que finalement, le christianisme, la Bible, l'histoire est réelle, c'est sinon simplement les personnages ou les choses qui ont été changées? J'aimerais un peu comprendre. Quand vous dites l'histoire est réelle, moi j'ai envie de vous poser, bon, c'est pas à vous de répondre aux questions évidemment, j'ai envie de poser une question, de quelle Bible vous parlez, de quelle histoire? La Bible, je vais répéter, je l'ai déjà dit chez vous, je vais répéter, la Bible que nous utilisons, quand on utilise ça pour lire, pour s'amuser, pour faire des débats, pour déchirer, parce qu'il y en a qui déchirent la Bible, il y en a qui brûlent, c'est un ensemble de livres. À un moment donné, les Occidentaux se sont réunis et ils ont mis en place un projet politique appelé christianisme. Le christianisme, l'islam, le judaïsme, ce sont des projets politiques. Et pour arriver à ce projet, il fallait un socle. Le socle commun, c'est la Bible. Et ils ont pris différents livres. Ils ont fait une sélection. On parle de Coupe du Monde. Vous êtes à la télévision, ça va commencer aujourd'hui. Ce sont des sélections qui vont à la Coupe du Monde. Pourtant, on dit monde, mais vous n'allez pas trouver le Congo là-bas. C'est une sélection qui a été faite. Les plus mauvais ont été éliminés. Mais les plus mauvais à leurs yeux, ce n'est pas les plus mauvais à nos yeux. L'évangile selon Judas, pour le trouver, c'est difficile. Ça n'a pas été mis dans la Bible. L'évangile selon Philippe, ça n'a pas été mis dans la Bible. À l'origine du christianisme, il y avait 30 évangiles au moins. Je dis bien 30 au moins. Aujourd'hui, quand vous ouvrez la Bible, il y a 4 évangiles. Parce que les 26 autres et plus sont dangereux pour l'être humain. Il va les lire, il va tout remettre en cause. Les gens comme les Job. Job est né dans une famille musulmane. Il a appris le Coran étant enfant. Mais pourquoi cet homme qui est né dans une famille musulmane décide de travailler pour la création d'un clergé africain? Il faut bien suivre ce que je dis. Mbang Basson, que vous avez déjà reçu ici, travaille également pour la création d'un clergé africain. C'est un initié. Diop aurait pu faire comme certains paresseux, dire on va se contenter de parler des dettes, de la bombe atomique. Excusez-moi. Je vous en prie. Bonjour. Ah. Voilà, Jean-Luc Wanda, on vous écoute. Alors, juste une petite intervention, peut-être informer aussi comme participation en fait, que Oui. partout ailleurs, il se fait aujourd'hui une journée d'hommage à... Ah, problème de connexion. Problème de réseau. Le réseau n'est pas bon. Ah. On a perdu. Prof Jean-Luc Wanda, bon, on l'a perdu. Il est toujours en ligne, mais... Non, je suis toujours en ligne. Voilà. Juste rappeler que partout ailleurs, il y a une journée au Motonde, une journée d'hommage qui est rendue à notre frère. Voilà, bon, c'est un peu compliqué. Qui revient dimanche prochain. D'accord, mais de toute façon, dimanche, Revenez, mon frère, nous continuons revenez. avec ce sujet, avec cet hommage. Nous aussi, la télévision nationale congolaise, C'est bien, on vous associe. hommage justement à cette grande figure Kalala Omotunde. Et les témoignages, on a un problème de format. Depuis un moment, ça ne donne pas. Mais nous aurons ces témoignages-là dimanche. Si vous aussi, vous voulez réagir, vous voulez témoigner, rendre hommage à Kalala Omotunde, faites-le par notre numéro, le 04 419 0722. 04 419 0722 que vous précédez du 242. Sinon, vous pouvez aussi appeler maintenant, comme cet appel que je vais recevoir là. Bonjour. Oui, vous êtes en direct de Télé Congo, on vous écoute. Oui, je devais intervenir sur l'émission. Allez-y, on vous écoute. Ok, c'est parce que je suis l'émission, bon, il y a... Allô? Oui, oui. Je suis l'émission. Oui, donc il y a des livres, il y a même un docteur qui a fait beaucoup de recherches. Oui. Bon, on a du mal à vous écouter, vraiment c'est dommage, on a du mal à vous écouter. Qu'il écrive, Je ne sais pas ce qui se passe avec les réseaux de téléphonie mobile aujourd'hui. D'accord, allez-y, rapidement. Ne vous fiez pas à l'écran, restez concentré sur le téléphone. Éloignez-vous même de l'écran. Alors, il a beaucoup écrit sur le livre de la renaissance de la race noire. Merci beaucoup. Ben, on va devoir vous interrompre, désolé.
on va devoir vous interrompre parce que nous avons du mal à percevoir concrètement, complètement ce que vous dites. Mais ne vous inquiétez pas, dimanche prochain, tant que Dieu nous prêtera vie, tant que les conditions seront réunies, nous serons là. Nous reviendrons avec Teresa Boams, Obambenga Kosso et le professeur Jean-Luc Kwanda pour continuer à rendre hommage à ce grand nom de la culture congolaise, de la culture africaine, j'allais dire. La mort de ce grand homme, je le dis ici, nous... Voilà. Je vais lire un message. C'est maintenant que les gens appellent alors qu'on a passé une bonne trentaine de minutes. La mort de ce grand homme nous fait vraiment comprendre que lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Jeunes gens que nous sommes, prenons le relais et braquons les yeux vers l'Afrique pour le développement de l'Afrique et pour les Africains. C'est M. Descarvien Alassane Banzila. Il rajoute que M. Obambenga Kosso est un des guides pour nous les Africains et que Dieu lui prête encore assez d'années de vie. Je l'apprécie énormément et merci à lui de nous édifier, surtout moi, il m'inspire beaucoup. Voilà, Descarvien. On ne va pas prendre des appels vraiment, c'est maintenant qu'on a des appels, on ne les prendra pas. Alors on continue donc. Je termine rapidement. Oui. On disait tout à l'heure que le christianisme a été transformé, modifié. N'allons pas loin. Lisez le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, il est écrit « Je suis noire, mais je suis belle ». Ô filles de Jérusalem. Mais la langue française, c'est une langue qui nous donne énormément de possibilités. Je connais mieux cette langue que mes propres langues africaines. Ce qui me fait un peu honte, mais c'est comme ça, c'est mon histoire. À l'origine, il était écrit « Je suis noir et je suis belle ». C'est ce qui était écrit dans le texte d'origine. Mais ces gens, à partir du moment où ils ont conceptualisé le fait que noir, même si ce n'est pas exactement ce noir, noir et beauté, ça ne va pas ensemble. Donc, la Bible, quand nous disons que la Bible est un livre profondément raciste, nous avons là une preuve. Et voilà pourquoi vous voyez des gens comme Léo Motunde, Obenga qui a été enfant de cœur. Là, il a été servant de messe à Poto-Poto, dans la plus grande église que nous ayons au Congo. Ils se sont retirés. Alors, question à Teresa Boams, chrétienne hier, aujourd'hui ancrée dans les religions africaines. Ouais. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais très hâte de faire un retour aux sources parce qu'à un moment donné, je ne me retrouvais plus dans ce que j'étais. J'étais dans une église, j'étais chantre comme les autres dans la chorale. Et à chaque fois que je faisais quelque chose qui allait genre dans la culture africaine, il y avait toujours des personnes qui s'opposaient. Par exemple, moi, j'avais des cheveux défrisés et je voulais retrouver mes cheveux naturels. Du coup, j'avais rasé ma tête pour pouvoir avoir des cheveux naturels. Et ça parlait de partout. Pourquoi tu as rasé tes cheveux? C'est pas bien, Dieu n'aime pas ça et tout, voilà. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Quand je suis allée au Bénin pour un défilé de mode, parce qu'à la base, je suis mannequin, j'ai vu qu'au Bénin, il y avait des élèves, des petits-enfants des petites filles qui partaient à l'école, elles n'avaient pas de cheveux. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi elles n'ont pas de cheveux et tout, voilà. Et une fois, j'ai vu sur une affiche au Bénin, des chantres et tout, et parmi des chantres, il y avait une qui n'avait pas de cheveux, elle avait une tête rasée. J'ai commencé à me poser cette question et je me suis dit, mais pourquoi elle a des cheveux rasés, mais elle est chantre? Qu'est-ce qui se passe entre le Bénin et le Congo? Pourquoi? Toutes ces questions. Quand je suis revenue au pays, et j'ai commencé à me poser plein de questions. Pourquoi, par exemple, porter nos propres cheveux, genre africains et tout, c'est synonyme genre de ne pas avoir d'argent et tout, et c'est que tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, c'est pourquoi tu laisses tes cheveux naturels. Et pourtant, le blanc, lui, il a ses cheveux naturels, c'est bien. Et parlant même de religion, et j'ai commencé à me poser des questions, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dans notre culture, mais qui, dans la religion, tout le temps, c'était néfaste et tout. Et même une fois, je discutais avec une sœur de l'église qui m'a clairement dit d'éviter les musulmans. Non, parce que dans le défilé de mode, c'était beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, j'étais entouré des musulmanes et des musulmans. Elle m'a clairement dit, il faut éviter les musulmans parce qu'eux, ils ne croient pas en Jésus, tu vis avec eux et tout le temps, ça risque de te contaminer. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre, je me suis dit, mais peut-être qu'ils croient en Dieu différemment de nous, pourquoi est-ce que moi, je ne vais pas être avec les autres parce qu'ils sont différents de moi? Et j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi le christianisme? Pourquoi l'islam? Et en faisant des recherches dans l'histoire, j'ai appris que c'est arrivé chez nous au Royaume Congo à un moment donné. Et la question qui m'a titillé de savoir, c'est que avant l'arrivée du christianisme chez nous au Royaume Congo, il y avait quoi? J'ai demandé à papa, il n'y a pas de réponse. J'ai demandé à maman, il n'y a pas de réponse. J'ai dit non, c'est flou. On ne peut pas être un peuple qui n'a jamais connu Dieu, on a juste été comme ça. Et puis à un moment donné, on commence à prier. Et on sait comment est-ce que le christianisme s'est installé chez nous. On ne va pas se cacher. Au Royaume Congo, tout le monde qui lit l'histoire connaît. Et toutes ces questions-là, je me suis dit non. Il doit y avoir des réponses sans importuner la croyance de quelqu'un. Moi, je le dis pour moi d'abord.
Et là, je me suis rendu compte que non, on avait notre propre manière de croire en Dieu à l'époque, selon nos ancêtres, c'était ceci, cela. Et là, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi je suis, moi, obligée de croire en Dieu comme ce que le colon a voulu. C'est comme si je suis en train de... Parce que dans le Code noir, dans l'article 2, c'est écrit noir sur blanc, les esclaves qui partaient en Europe, on les avait interdits de pouvoir pratiquer leur religion d'origine sur le territoire européen. Et donc, pour moi, j'ai commencé à me dire, obéir à ça, c'est obéir au maître colon. Merci beaucoup, Teresa Boams. Quelqu'un qui applaudit là-bas? Merci à Obameng Akoso. Merci à Monsieur le directeur général de la télévision nationale congolaise, Monsieur André Ondélé. Au début de l'émission, je vous montrais avec quelques images dans le hall de Télé Congo, voilà, où se trouve Isis Onyangue, que les studios de Télé Congo sont en pleine mue et vous voyez que le décor est changé. Et donc ici, tout est en construction, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est le jour de la Coupe du Monde. Vous avez suivi le ministre de la Communication, Thierry Bongala, dans nos émissions pour expliquer ce qui va se passer. Nous allons suivre la télévision nationale, la Coupe du Monde. Les Diables Rouges sont qualifiés, j'espère. Exclusivement sur la télévision nationale congolaise. Et donc, on reste branché sur Télé Congo toute cette journée. Hein. On ne zappe pas, on reste là parce que c'est le grand jour de la Coupe du Monde. Vous la vivrez en direct. Merci à tout le peuple du Studio 210. Merci à tous ceux-là qui sont arrivés hier au centre, à l'IFC et qui ont pris leur ticket. On vous dit merci, c'était un grand défi. Et vous avez montré que vous aimez la culture congolaise et que vous aimez le gospel congolais. À dimanche prochain. Et vive les Diables Rouges. Vive les Diables Rouges, oui. Pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe.